En France, le débat sur l'euthanasie est relancé à la demande d'Emmanuel Macron, qui souhaite disposer d'un projet de loi avant la fin de l'été 2023, et à la suite des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie. La France cherche son modèle. On ne parle plus d'euthanasie, mais d'aide à mourir. En Belgique, cela fait plus de 20 ans qu'une loi autorisant l'euthanasie a été votée. Et le discours ambiant semble favorable à ce texte. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour le remettre en question. Pour les pro-euthanasie, l'aide à mourir serait un nouveau droit, celui de mourir dignement, et aussi un choix libre pour éviter toute souffrance. Le discours en Belgique n'est pourtant pas unanime sur ces sujets, et ce reportage donne la parole à ceux qui dénoncent les glissements d'une loi qui permet l'interruption de la vie. Depuis 2002, on sait que la loi sur l'euthanasie en Belgique a évolué à plusieurs reprises. Quels sont ces glissements successifs qui constituent autant de dérives par rapport au cadre initial de la loi ? La loi relative à l'euthanasie, en fait, a été adoptée en 2002 en Belgique, donc elle a fêté ses 20 ans l'an dernier. En 2002, la loi a été votée pour les adultes, les patients adultes, souffrance physique et psychique dès le début, donc souffrance inapaisable qui dure, où il n'y a pas d'autre moyen pour soulager, une demande du patient répétée, volontaire et sans pression externe, et une personne qui est consciente. Well, the law initially was constructed or meant for end-of-life situations, patients with cancer, mostly cancer, who had unbearable suffering. During the last 20 years, we saw a huge evolution. Parmi les modifications les plus significatives, je citerai peut-être celle de 2014, qui a amené à étendre la pratique de l'euthanasie aux mineurs sans condition d'âge. Ce qui fait qu'en théorie, par exemple, un enfant de 5-6 ans pourrait en Belgique demander l'euthanasie et effectivement être euthanasié. Ça, c'était la modification légale de 2014. En 2019, la loi a été étendue une nouvelle fois afin que la déclaration anticipative d'euthanasie, c'est-à-dire la déclaration par laquelle une personne demande l'euthanasie pour le cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer cette volonté, la loi a été étendue afin que cette déclaration-là ait une durée de validité de 10 ans. Auparavant, lors de l'adoption de la loi, la durée de validité était de 5 ans. Et en 2020, on est allé encore un pas plus loin, puisque cette déclaration a reçu une durée illimitée dans le temps. Ce qui fait que si vous demandez aujourd'hui l'euthanasie anticipativement, pour le cas où vous ne seriez plus en mesure d'exprimer votre volonté, vous ne devez plus, au fil du temps, reconfirmer cette volonté. Vous êtes présumé jusqu'à la fin de vos jours, pourrait-on dire, demander l'euthanasie et vouloir recevoir l'euthanasie. And now you see an increase of euthanasias because of polypathology, which means more than one somatic diseases. It's especially in older people. And the last years, the cases of euthanasia for polypathology were 20% of all euthanasia. That means that more and more older people ask for euthanasia. And of course, many people who get older have many pathologies. And we see in the reports of the Commission that the pathologies are not terminal, or don't have to be terminal, or are not always terminal. And the problem is that society doesn't seem to care. La loi est censée encadrer la pratique de l'euthanasie. L'idée était au départ que l'euthanasie devait être exceptionnelle et quelque part demeurer dans le domaine de l'exceptionnel, n'être appliquée qu'en dernier ressort, quand plus rien ne pouvait être fait. Le patient pouvait demander l'euthanasie et le médecin était en droit de mettre fin à la vie de son patient. Alors que constate-t-on 20 ans plus tard ? Eh bien, c'est que ces promesses-là n'ont pas été tenues, puisque l'euthanasie a tendance à se répandre de plus en plus et à être perçue comme relevant du domaine de l'ordinaire. Au niveau des nombres, cela signifie que 7 euthanasies en moyenne sont pratiquées par jour, sur la base des chiffres qui ont été déclarés en 2022
on atteignait près de 3000 euthanasies par an, pratiquées par an en Belgique. En tout cas, 3000 euthanasies déclarées. Donc, il fallait, je pense, ouvrir un véritable débat autour de la fin de vie. Ça me semblait vraiment essentiel. Et donc, au niveau politique, il y a eu un débat qui a été ouvert, mais avec ce piège, c'est que les personnes qui ont été écoutées étaient généralement des personnes qui étaient déjà partisanes de l'euthanasie. Donc, c'était un débat qui était assez fermé, les dés étaient déjà pipés, puisque la plupart des personnes concertées étaient des personnes convaincues du bien fondé de l'euthanasie. Cela aurait été tellement plus riche de rencontrer des soignants, des médecins qui avaient des avis différents. Alors, l'objectif de cette loi, dans un premier temps, était de lutter contre les euthanasies clandestines. Mais force est de constater que aujourd'hui encore, il y a 50% des euthanasies qui sont encore non déclarées. C'est en tout cas ce qu'affirme clairement le président de la commission d'évaluation des euthanasies. Si l'euthanasie se répand, c'est parce qu'elle ne concerne plus la fin de vie, mais la souffrance. L'euthanasie permet-elle réellement d'éviter les souffrances ? Hein, donc, ce n'est pas seulement les douleurs physiques du corps réfractaire qui sont considérées. Donc, moi, je vous dis, si c'est vraiment les douleurs du corps, hein, les douleurs comme on les entend, hein, les douleurs dans le corps, c'est 1%, une estimation, hein, 1% de douleurs réfractaires, petit groupe. Hein. Si c'est psychique, je n'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance aussi, en soins palliatifs. Alors, on essaye au maximum avec toute l'équipe de les accompagner. Social, ne sous-estimons pas aujourd'hui les douleurs réfractaires sociaux. C'est peut-être un terme qu'il faut un peu expliquer, mais il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de soins, mais ils n'ont pas ce réseau familial ou d'amis autour d'eux, et spirituel aussi, oui, dans le sens qu'il y a des gens qui ne voient plus leur sens à la vie. The law says that there are two conditions, or there are many conditions, but two important conditions is that there is no more treatment possible, and there is unbearable suffering. The problem is that it is very difficult for us as a psychiatrist to say something about the prognosis of a psychiatric disease. Someone who suffers from a bipolar disorder, who suffers from depressions, who suffers from other psychiatric disorders, it's very difficult to say, okay, now your life is not worthy anymore. You have reason to ask for euthanasia. That's so difficult and not who we are. That is taking away all hope. Then we say, okay, there is no more hope. There is no more hope for you. Alors l'euthanasie, il est vrai, est souvent présentée comme étant le remède, peut-être le remède ultime à la souffrance, l'acte qui supprimerait la souffrance. Mais cette présentation-là des choses est, il faut en convenir, quelque peu erronée, puisque ce que l'euthanasie supprime, ce n'est pas d'abord la souffrance, mais bien la vie de la personne humaine. Il peut avoir un déplacement, que la souffrance peut se déplacer. Souvent, la famille n'a pas eu le temps de faire ses adieux. Le vécu, que c'est quand même assez abrupt, un peu brutal parfois, de la mort planifiée, la mort... c'est pas toujours bien vécu et ça peut laisser des souffrances aux gens qui restent ou une sorte de culpabilité. Pourquoi maman, pourquoi papa, pourquoi a demandé l'euthanasie? Peut-être qu'on l'a pas bien soigné, peut-être qu'on n'a pas bien entouré. Tout ça, on n'en parle pas, mais ça laisse beaucoup de souffrance encore après. Je pense ici au cas notamment de Tom Mortier. Tom est un citoyen belge qui un jour a appris que sa mère a été euthanasiée à son insu. Sa mère souffrait de dépression chronique depuis plusieurs années, et puis a rencontré un médecin, une équipe de médecins qui, contrairement à d'autres, ont estimé que cette dépression ne pouvait plus être soignée,
et que la mère de Tom pouvait être euthanasiée. Et donc effectivement, cette euthanasie a eu lieu, et Tom, un jour, reçoit un coup de fil de l'hôpital pour lui annoncer que sa mère est décédée des suites d'une euthanasie. Alors sans rentrer dans le détail des choses, l'on peut s'imaginer le choc que cela a dû représenter pour Tom d'apprendre que des médecins avaient intentionnellement et volontairement mis fin au jour de sa mère qui souffrait de dépression et que cela pouvait avoir lieu en Belgique en toute impunité. Avec notre organisation, nous avons défendu Tom qui a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme en raison justement de l'euthanasie de sa mère, pour violation du droit à la vie de sa mère et parce que la loi belge serait contraire aux droits de l'homme. Et effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme, en octobre 2022, a rendu un arrêt dans lequel elle a reconnu que, chose exceptionnelle, que la Belgique a violé le droit à la vie de l'un de ses citoyens, notamment ou en particulier parce que le contrôle des conditions de la loi relative à l'euthanasie n'était pas assuré dans des circonstances adéquates. Et il est à espérer que d'autres personnes en Belgique vont progressivement s'élever contre certains aspects de la loi relative à l'euthanasie, voire continuer à dénoncer le principe même de cette légalisation, et que peu à peu dans le temps, eh bien, la législation belge relative à l'euthanasie soit dénoncée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire fondamentalement contraire à la dignité de la personne et aux droits de l'homme. Par ailleurs, il y a aussi, et ça c'est plus compliqué, des patients qui demandent l'euthanasie contre la vie de la famille. J'ai rencontré une infirmière qui a accepté que son mari se fasse euthanasier parce que c'était son désir, mais c'était pas le sien. Et donc, ça a été extrêmement compliqué parce que, voilà, c'est un patient qui était soigné au domicile. Le médecin passait tous les jours et un jour, il a été décidé de faire cette injection létale. Et cette infirmière, aujourd'hui, est entrée dans un deuil pathologique parce ça fait plus de 4 ans maintenant et elle se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'aurais pas dû finalement me battre pour essayer de trouver une solution qui aurait pu soulager mon mari. Et c'est ce que j'appelle le syndrome du survivant. Ces personnes qui ont été partie prenante d'une euthanasie et qui rentrent dans des deuils pathologiques. On se rend compte, par exemple, que dans les groupes de parole où l'on soigne les deuils pathologiques, la grosse majeure partie de ces patients qui disent vivre mal leur deuil, ce sont quand même des gens qui ont été témoins, partie prenante d'une euthanasie. C'est compliqué. Même les médecins qui sont pro-euthanasie, j'en ai connu un qui me disait « Je n'en peux plus d'euthanasier les patients. C'est pas pour ça que j'ai fait ce métier-là. Il est en dépression aujourd'hui. » Il faut pouvoir l'entendre également. That a woman who came to see me together with her daughter, and the woman talked about her husband who had died recently. The daughter interfered and she said, "Mother, you have to tell how father died. He asked for euthanasia." And then the daughter told me the story that her father had Parkinson and he couldn't write his question. He couldn't write down that he wanted euthanasia. So the daughter helped him write, "I want euthanasia." And when she told that story, when she explained how it happened, she bursted into tears. And she said, on the moment that I did it, that I helped my father write his paper, that he wanted euthanasia, it felt so normal. I want to help him. I wanted to support him. But afterwards, there was something very difficult. I helped my father to die, or what did I do? So in the symbolic way, it was difficult for her after the euthanasia, even though she could understand his choice, and she agreed with his choice, but she underestimated what it would mean for her after
It has a huge impact. It really has a huge impact, and people underestimate it, and even families themselves often underestimate it. Eh bien, la réponse de l'humanité par rapport à cette souffrance va de dire tu souffres, eh bien je vais directement stopper tes souffrances en t'euthanasiant. Donc en te mettant une dose létale qui va te permettre de ne plus souffrir. Et donc la personne va partir avec son sac à dos de souffrance. C'est une forme d'hypocrisie de nouveau, parce que la manière dont on va répondre à la personne qui a un sac à dos trop lourd à porter, eh bien, ça va être de la faire disparaître directement. Alors, on peut mettre tous les motifs ou toutes les raisons derrière en disant c'était pour son bien ou la personne est arrivée. Il n'en reste que le geste en lui-même est un geste violent. Dans le soin palliatif, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est une personne qui va vous dire j'ai peur d'avoir ou j'ai un sac à dos qui est trop lourd à porter. Eh bien, c'est de pouvoir, avec cette personne, vider au maximum le sac à dos de manière à ce qu'elle puisse naturellement se diriger vers sa mort, mais sans que brutalement on arrête sa vie. Pour les partisans de l'euthanasie, le libre arbitre est l'argument central. Mais l'euthanasie est-elle vraiment un acte libre ? La légalisation de l'euthanasie est également difficilement compatible avec le principe même de la dignité inhérente à tout être humain, autant qu'elle est incompatible d'ailleurs avec le droit international. Puisque au titre des droits de l'homme, et c'est peut-être le droit de l'homme le plus fondamental, est protégé le droit à la vie. Alors le droit à la vie, ce n'est pas que de la théorie, cela impose à tous les États de mettre en œuvre toutes les mesures afin que jamais une vie humaine ne soit intentionnellement abrégée ou ôtée. Le respect du droit à la vie doit mener dans le chef des États à vouloir tout faire pour venir en aide à ceux dont la vie est mise en péril, que ce soit en raison du grand âge ou que ce soit en raison d'une maladie. Et donc tout faire pour que l'on vienne en aide à ces personnes-là, cela passe notamment par le fait de dégager des moyens suffisants. C'est une obligation, un devoir, une responsabilité continuelle des États, dégager les moyens humains, financiers, matériels et autres suffisants que pour justement venir en aide aux personnes qui sont en état de grave souffrance. Pour supprimer la douleur, supprimons la vie. Est-ce que c'est vraiment cela que le patient demande? Je prends encore l'exemple de Philippe qui souffre d'un cancer des os et Philippe est en soins palliatifs. Il est soigné par son médecin traitant parce qu'il n'y a aucune alternative thérapeutique qui peut être présentée. Et il arrive un jour dans un service d'urgence en disant « je n'en peux plus ». Je crève de mal, je veux être euthanasié, même un chien, on ne le laisserait pas vivre comme ça. C'est ma liberté, c'est ma responsabilité. Au nom de ma dignité, je demande à être euthanasié. On appelle l'anesthésiste de garde spécialisé en soins palliatifs qui directement lui fait une injection entre les vertèbres avec un produit antalgique assez puissant. Et je retrouve Philippe quelques heures plus tard dans un service du jour. Il me raconte toute son histoire et il conclut en me disant « Eric, heureusement qu'on ne m'a pas écouté ». Et Philippe exprime que quand on a mal, on est capable de tout demander. Il a 1000 fois raison. Jamais, 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 je ne poserai le moindre jugement sur un patient qui demande l'euthanasie lorsqu'il est douloureux. Par contre, j'aurais plutôt envie d'interpeller le médecin qui, par manque de formation, n'arrive pas toujours à soulager ses patients. Quand je donne des formations pour des médecins, ce qui m'arrive quand même assez souvent, je suis toujours surpris de voir des médecins qui ne connaissent pas des molécules antalgiques qui sont sur le marché depuis 10 ans. Quelle est la liberté d'un malade cloué sur un lit d'hôpital? Quelle est la liberté d'une personne en proie à des grandes douleurs et dont la douleur ne serait pas adéquatement prise en charge? Quelle est la liberté d'une personne qui souffre de dépression et qui peut-être n'a pas le libre usage de ses facultés mentales? Est-ce qu'un enfant, un enfant de 10, 11 ans, est capable de se rendre compte ce que cela signifie, choisir de vivre ou choisir de mourir? Et puis, pour une personne qui serait simplement âgée et qui sentirait qu'elle devient de plus en plus un poids pour son entourage, puisqu'elle nécessite de l'attention, elle nécessite des soins, est-ce qu'on peut véritablement parler de liberté, puisque ces personnes-là, justement parce qu'elles sentent qu'elles sont un poids, peuvent être enclines à vouloir percevoir l'euthanasie comme une solution. Et donc,
À mon sens, ces quelques exemples démontrent qu'il est impossible, sinon extrêmement difficile, de qualifier l'euthanasie d'un acte pleinement libre. C'est inscrit dans la loi. La loi part en fait du principe le patient décide de manière volontaire au moment la demande doit venir du patient de façon répétée. À nouveau, la loi, le texte, qui semble bien fait, mais la réalité l'est possible. Comme médecin, on doit discerner s'il n'y a pas de pression extérieure. C'est inscrit dans la loi. Il faut écouter le patient, il faut faire des interviews ou des discussions répétées pour voir si la demande est bien réfléchie. Moi, j'ai beaucoup de mal à discerner avec un patient s'il n'y a pas de pression extérieure. Ça peut venir de la famille, mais à ce moment-là, je pense qu'on peut discerner. Mais il y a aussi des pressions indirectes. Moi, je pense à beaucoup de personnes, et c'est vraiment le défi de notre époque, beaucoup de personnes âgées qui sont dans une maison de retraite, mais qui sont seules, où la famille ne vient plus visiter, qui à la longue disent, mais je deviens âgé, qu'est-ce que je fais ici? Beaucoup de sens de notre vie vient justement de l'aspect social, des visites qu'on reçoit, des petites choses de chaque jour. Si tout ça, ça tombe, une personne peut dire à un moment, mais voilà, ça n'a plus de sens. Donc, je deviens aussi une charge. Apparemment, je deviens une charge pour ma famille parce qu'ils ne viennent plus me visiter et tout. Mais à ce moment-là, si le patient fait sa demande, est-ce que le médecin peut discerner ça? Donc là, je suis vraiment très, très vigilant. Et je trouve qu'à ce moment-là, la demande de l'euthanasie n'est pas une liberté. Pour les soignants, bien sûr, un médecin peut clairement dire, moi, je le fais, je ne le fais pas, bien réfléchir avant. Mais là, à nouveau, la réalité, moi, j'ai des collègues qui ont fait une euthanasie parce que le patient voulait vraiment que ce soit lui ou elle. Imaginez-vous, vous avez accompagné un patient pendant 15 ans, 20 ans, un lien très fort. Le patient dit, on se connaît bien, docteur, voilà, ça va plus, je veux l'euthanasie et j'aimerais que ce soit vous qui le faites. Qu'on n'est pas bien préparé ou si on a vraiment une sorte de, comment dire, comme médecin, on veut aller continuer à aider ce patient. J'ai eu des collègues qui ont fait une euthanasie mais qui n'étaient pas vraiment convaincus ou à l'aise et ils m'ont dit après qu'ils ont souffert pendant quelques jours après de cet acte, qui reste un acte quand même avec beaucoup d'impact. On donne une injection ou une perfusion et tout de suite après, le patient meurt, ça a un impact sur le médecin et les soignants qui le font. Et un dernier cas très intéressant, c'est une personne qui est en EHPAD et qui dit à un moment donné, je ne sers quand même plus à rien. À quoi ça sert de vivre encore? Et sa fille qui était là lui répond tout naturellement, mais maman, tu sers encore à nous aimer. Alors ça a l'air tout bête, tout simple, mais cette dame a répondu, ben, finalement, c'est vrai. C'est peut-être la chose que je peux faire le mieux, c'est de pouvoir aimer. L'humanité a beaucoup mieux à proposer que l'euthanasie, elle a les soins palliatifs. En parallèle de l'euthanasie, la France veut développer ses soins palliatifs. L'euthanasie et les soins palliatifs sont-ils compatibles? Ce qui est très spécifique aux soins palliatifs, c'est un accompagnement, ce que je dirais, total. On appelle ça parfois holistique, dans le sens qu'on va avoir attention pour les aspects des douleurs physiques, les douleurs du corps, mais aussi les douleurs psychiques. Donc, on a toute une équipe aussi de psychologues qui peuvent accompagner les patients. J'ajouterais les douleurs ou les souffrances sociales. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont besoin de plus de soutien et de soins à la maison, et puis même jusqu'au spirituel. Et il y a différentes facettes. Ça peut être à l'hôpital, au département de soins palliatifs, mais aussi à domicile. C'est fortement développé à domicile parce qu'il y a des patients qui veulent rester le plus longtemps possible à la maison. C'est très souvent dans les résultats qu'on peut avoir dans des questions, quand une personne demande l'euthanasie, c'est de nous dire, mais moi je ne sers plus à rien. Et donc très très rapidement, on se rend compte combien la personne a une tendance à s'associer à du faire. Et donc la première étape justement en termes de soins palliatifs, c'est de commencer à faire comprendre à la personne qu'avant de faire, elle est. Et donc je crois vraiment qu'il est important de prendre le temps
un temps extrêmement important pour lui réapprendre justement qu'elle est au jour d'aujourd'hui grâce au progrès de la médecine, et je pense que c'est important de les reconnaître et d'aller dans ce sens. On a un arsenal thérapeutique qui est assez magnifique, donc on est vraiment en possession de molécules médicamenteuses qui nous permettent un accompagnement extrêmement précis et ajusté pour que la personne justement ne soit pas dans des souffrances physiques trop importantes. Alors c'est certain que dans certaines pathologies, on va se retrouver crescendo avec des doses, par exemple les morphiniques, des morphiniques qui vont commencer évidemment à monter, mais qui seront toujours faits en parallèle de l'évolution de la maladie et de la souffrance. Et donc, la dimension justement d'un accompagnement personnalisé est très très importante à ce moment-là. Quand je vais en soins palliatifs donner une dose d'un morphinique, c'est toujours dans le but que la personne ne reste dans une dimension où elle n'aura pas des douleurs qui sont insoutenables. Et donc, ça demande vraiment un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas comme si on pouvait dire au jour d'aujourd'hui, les soins palliatifs n'ont pas les moyens de pouvoir répondre à cette douleur. Si on a les possibilités, en sachant tout de même que ça demande de la part du professionnel de la santé d'avoir une excellente gestion justement de ces antalgiques ou même simplement de toutes les démarches qu'on peut avoir auprès d'une personne qui est mourante. On peut aussi faire des sédations temporaires. Si le patient est vraiment au bout, hein, ça arrive, hein, que le patient, maintenant j'en peux plus, j'ai besoin d'une petite pause, je dors plus très bien et tout. On peut parfois faire une sédation pour une nuit ou une nuit plus longue ou même quelques jours et après réveiller le patient qui après reprend souffle. Donc, c'est pas tout de suite noir et blanc en disant on peut plus rien faire, mais il faut à ce moment-là soutenir au maximum, même avec des sédations temporaires. La richesse des soins palliatifs et ce qui fait d'ailleurs que notre métier de soignant est magnifique, c'est justement cette relation individualisée, ce côté très humain où un humain est en relation avec un autre humain. J'aime beaucoup cette phrase d'un de nos professeurs qui nous disait le métier que vous avez choisi, c'est une confiance par rapport à une conscience. Donc la confiance de la personne qui se fait soigner par rapport à votre conscience de vous soignant. Et c'est vrai que c'est une relation qui nous amène au quotidien, justement, dans une relation exigeante. Relation exigeante à beaucoup de niveaux, parce qu'il faut évidemment donner de notre propre personne, mais aussi parfois sacrifier telle ou telle chose que nous aurions peut-être voulu faire, justement, pour pouvoir accompagner au mieux la personne. De nombreuses études montrent aujourd'hui que nous pouvons soulager entre 90 à 95 de toutes les douleurs, y compris les douleurs neurogènes qui touchent les nerfs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit parfois, par un manque de formation médicale, il y a un impact d'une augmentation exponentielle de l'euthanasie quand les médecins ne sont pas suffisamment formés. Ceci étant, il y a entre 2 à 5 de douleurs dites réfractaires, de douleurs réfractaires au traitement traditionnel. Et pour cela, on peut utiliser la sédation, qui est souvent de l'ordre de la confusion. Dans la tête des gens, la sédation, c'est une forme d'hypocrisie d'une euthanasie déguisée. Alors, il faut rappeler, hein, rappelons très vite, l'euthanasie, acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. La sédation, action d'induire un sommeil dans le but de soulager un symptôme physique ou psychique important et réfractaire au traitement traditionnel. Donc, l'euthanasie se différencie fondamentalement de la sédation par sa définition, par son intention et par son résultat. L'intention de l'euthanasie, c'est de provoquer la mort et le résultat, c'est la mort. L'intention de la sédation, c'est de pouvoir soulager un symptôme et le résultat, c'est une meilleure qualité de vie. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs types de sédation. On peut avoir des sédations que l'on dit terminales, mais le patient, on ne l'a pas fait mourir, on l'a laissé mourir dans un soulagement total. Soit il y a des sédations qui peuvent être ponctuelles. On va endormir un patient de manière très souple. On va tenter de le réveiller durant les périodes de visite.
on va l'endormir davantage dans les cycles de nuit, le réveiller un peu plus pour les cycles de jour. Et il y a parfois des personnes qui sortent d'une sédation parce qu'on sait que la douleur a aussi une valeur émotionnelle. Donc parfois, endormir un patient quelques jours peut lui permettre de retrouver une qualité de vie meilleure. Oui, il y a beaucoup d'énergie qui doit être mise là-dedans, c'est très beau, mais on manque de moyens. On manque de moyens, on manque de médecins formés, infirmiers, infirmières, pour avoir beaucoup plus d'éducation, information auprès de la population et moi je trouve ça très, très important parce que, aussi vis-à-vis de cette question de l'euthanasie, souvent mes patients connaissent mieux en fait via les médias tout ce qui se passe depuis 20 ans en Belgique connaissent mieux l'euthanasie que les soins palliatifs et ça, je trouve pas normal, en fait, ça devrait être l'inverse. J'entends en France que, hein, il y a même des départements qui n'ont pas encore de centre de référence de soins palliatifs pendant qu'on discute déjà de la loi euthanasie. Ça, pour moi, ce sont des choses qui vont pas. Ce sont vraiment des choix politiques aussi, des choix. Il y a encore beaucoup, beaucoup de possibilités de développer les soins palliatifs. Cette loi dépénalisant l'euthanasie a été promulguée en même temps qu'une valorisation des soins palliatifs. Mais la confusion a été clairement établie dans la tête des Belges en se disant, mais finalement, si c'est légal, c'est normal. Et certains arriveront presque à dire, ben, si c'est normal, c'est moral. Donc, il y a une véritable confusion. Or, je pense qu'il faut rappeler que la différence entre l'euthanasie et les soins palliatifs est énorme. Les soins palliatifs, c'est la prise en charge globale d'un patient pour lequel les traitements thérapeutiques ne sont plus efficaces et pour lequel soudainement la qualité de vie devient l'objet principal. Et cette qualité de vie passe par la gestion des symptômes douloureux, des symptômes physiques, psychiques, familiaux et spirituels. Et quand on parle de spirituel, c'est la question du sens, c'est pas une question philosophique uniquement. Entre soins palliatifs et euthanasie, ce sera deux approches qui sont complètement différentes. J'avais été quelques semaines auparavant en Côte d'Opale, j'avais été très touché par cette très grande falaise, ces énormes falaises qui se présentent où vous avez très, très loin en contrebas la mer qui vient lécher les rochers. Et donc, l'image qui m'était venue à ce moment-là était de considérer justement un peu cette mer comme la mort. Cette mer qui est extrêmement vaste, dont on ne voit pas les frontières quand on est là sur notre rocher. Donc, c'est cette dimension de la mort, mais qui est proche de nous. Donc, la personne qui est en fin de vie, je la considérais un peu comme étant là vraiment sur l'extrême limite du rocher, prête à basculer vers la mort. Et donc, elle a besoin d'un accompagnement, elle ne sait pas trop comment faire. Elle voit que la mort est là, elle le sent, et il y a deux hypothèses. La première hypothèse, eh bien, l'euthanasie va consister à dire au médecin, tu lui donnes un petit coup dans le dos, et la personne va plonger dans la mer. Donc ça, c'est l'euthanasie, c'est je pousse la personne vers la mort. Les soins palliatifs, c'est un tout autre chemin. Le soin palliatif va prendre le temps d'examiner un petit peu tout le contexte qu'il y a autour et va voir qu'il y a un petit sentier là, du littoral qui descend tout doucement vers la mer. Et donc, que va faire l'accompagnateur en soins palliatifs, c'est qu'il va prendre la personne par la main et il va l'aider à cheminer sur ce petit chemin qui l'amènera jusqu'à la mer. Alors, de fait, dans les deux situations, on arrivera à la mer. Simplement, on se rend compte combien l'une et l'autre des démarches va être tout à fait différentes. Nous avons un nombre de lits extrêmement réduit. Nous avons 360 lits de soins palliatifs. Nous avons des équipes mobiles qui vont dans le domicile et dans les hôpitaux, bien sûr, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Alors bon, je pense qu'il faut dire les choses aussi comme elles sont. C'est qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à parler de motivation vénale, de motivation économique. Évidemment que l'euthanasie est beaucoup moins chère que les soins palliatifs. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de l'ensemble des médecins, mais c'est un peu cynique ce que j'exprime là. Mais voilà, il y a eu des chercheurs canadiens qui sont venus chez nous il y a quelques années faire des études pour en arriver à la conclusion de se dire, mais finalement,
Si on arrive à promotionner l'euthanasie au Canada, on peut estimer que 10 000 Canadiens demanderaient l'euthanasie par an, ce qui représenterait 250 000 $ d'économie. Et après de se défendre en disant, mais ce n'est pas l'objectif. La motivation économique n'est pas la principale. Pourtant, ils l'ont exprimé. Donc, ça m'interpelle. Des limites inhérentes à toute légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, et ce sont là de saines raisons de s'y opposer, c'est qu'en réalité la légalisation de l'euthanasie ne fait que renforcer la logique de rentabilité et d'efficacité qui gouverne les hôpitaux, plutôt que celle qui est une logique de soins. Et c'est ça qui est très contradictoire, je trouve, au moment qu'on a fortement développé les soins palliatifs. Et en Belgique, on a un très haut niveau, hein, aussi à domicile et ça. Même si on manque de moyens, on a quand même un haut niveau. Il y a quand même toujours plus de demandes d'euthanasie. Donc, c'est quelque chose qui va pas et qui montre que l'euthanasie, c'est une autre question souvent. Les soins palliatifs, on dit, on va y aller ensemble, médecins, soignants, patients. On va pas accélérer, on va pas retarder, hein? Donc pas accélérer, c'est clair, pas d'euthanasie, pas retarder la mort, pas de acharnement thérapeutique, hein? C'est une des bases des soins palliatifs, arrêter à temps. Si les traitements n'ont plus de sens, arrêtons-nous, ça va provoquer plus de souffrance. Vous allez peut-être gagner 1 ou 2 semaines de vie, mais avec plus de souffrance. Non, c'est pas bon. On arrête, on met tout sur le confort. Toute cette philosophie d'accompagner, d'avoir une sorte d'alliance patients et médecins ensemble jusqu'au bout. C'est très différent de l'idée de l'euthanasie, du patient qui dit docteur, au moment que moi je veux, vous allez me donner cette injection. L'euthanasie n'est pas compatible avec les soins palliatifs. Certaines vies sont apparemment considérées comme ayant plus de valeur que d'autres. Certaines méritent d'être soignées, défendues, respectées, tandis que d'autres peuvent, avec l'aval d'un médecin, avec l'accord d'un médecin, apparemment être terminées. Et ceux qui en souffrent en premier lieu, ce sont bien évidemment les personnes en situation de faiblesse. Une relativisation de la vie humaine s'ensuit nécessairement, puisque l'euthanasie permet en quelque sorte d'opérer un tri entre les êtres humains. Et cela est parfaitement contraire au principe même de la dignité humaine. I think about a daughter of a woman who asked for euthanasia. And the daughter asked me, when am I a good daughter? Eh? What should I say? What is the best to say when I do want to respect her choice and say, okay, it's your choice. Do it. You can ask for it. I will support you. Is that being a good daughter or not? Do I have to fight with her and to try to persuade her not to do it? But I really don't want her to do it. I want my mother. I think we can have some more time together, a good time. But is that not selfish of me? If I say to her, no, please, mother, don't do it. I still need you. You mean a lot for me. We can have some good time together. Is that a good way of being a good daughter, or is it just selfishness? What do I have to say? How do I have to react? So it's very difficult for families. Mais en général, soigner quelqu'un donne un bonheur. Hein? Donc, moi, je pense que l'euthanasie empêche cela et va souvent couper les liens, hein? C'est littéralement couper, hein, parce que la personne est morte, et va empêcher tout ce potentiel qu'il y avait encore pour aider quelqu'un, pour l'entourer. Et pour moi, c'est une société froide qu'on est en train de créer, en fait. Ça, c'est pas l'évolution qu'on veut, je pense, ou que moi je veux. Et les soins palliatifs, c'est vraiment l'alternative, hein? C'est l'alternative pour une société plus chaleureuse, mais qui demande plus. Well, the hope that not that everything will be all right. That's not the hope, but the hope that there is something that can be done. That there is life possible. Et moi, j'ai ma conviction. J'essaie de le dire clairement aux patients que j'ai fait l'audition pour moi que je ne ferai pas d'euthanasie.
mais je le fais aussi parce que je sais qu'il y a une alternative. Il me viennent en tête ici des mots qui ont été écrits par d'autres que moi, mais que je reprends volontiers. C'est celle qui consiste à dire que peut-être, derrière toute demande d'euthanasie en apparence libre, ce qu'il convient de voir et de déceler, c'est le désir de vie qui gît parfois confusément dans toute demande de mort. Un autre exemple de souffrance psychique, nous accueillons un jour une dame qui a un cancer du foie, qui ne pèse plus que 40 kilos et qui demande l'euthanasie. Et elle me dit, je n'ai plus que la peau sur mes os et je suis un poids pour la société. Mes 2 filles attendent que je décède pour hériter de la maison. Qu'est-ce qu'elle me demande? Est-ce qu'elle me demande euthanasiez-moi ou est-ce qu'elle me dit prouvez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux? Et nous sommes partis sur cette deuxième solution. On a pris le temps de la soigner, de la soulager. Elle n'était pas guérie, certes, mais elle est sortie de cette unité de soins palliatifs plusieurs mois après et elle s'est réconciliée avec ses 2 filles. On aurait pu passer à côté de cette tragédie qui porte un nom et un prénom si on avait été dans une dynamique de précipitation. Les soins palliatifs au jour d'aujourd'hui, en 2023, et de plus en plus, à mon avis, dans les années qui vont venir avec les évolutions de la médecine, sont en mesure de répondre à l'humanité par rapport à cette dimension de fin de vie. C'est pas toujours la voie la plus facile, mais selon moi, bien clairement, la voie la plus belle.